Bienvenue dans cette édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24. En cette période électorale au Cameroun, l'emploi s'impose comme l'une des principales préoccupations des citoyens. Officiellement, le chômage est estimé à moins de 4%, mais dans la réalité, plus de 70% des actifs survivent dans le sous-emploi et l'informel. Avec 65% de la population âgée de moins de 25 ans, les attentes sont immenses. Création d'emplois décents, meilleure adéquation entre formation et besoins du marché, soutien aux PME, valorisation de l'agriculture, essor du numérique. Quel choix politique pour transformer ce potentiel en opportunités concrètes? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jacques Bouga Hagbe, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous regarder ce soir. Nous avons également sur le plateau Joël Sikam, qui est le cofondateur du PAJEC. Le PAJEC, c'est le patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Bonsoir à tous, bonsoir Président, bonsoir M. Heureux de vous avoir et bonsoir à tous les spectateurs qui nous regardent. Enfin, sur ce plateau de l'Africa Newsroom, Charles-Élie Zangzang, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est le parti au pouvoir au Cameroun. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Bonsoir Africa 24, bonsoir aux co-intervenants. Bonne chance à monsieur le candidat et à tous les millions des Africains qui nous suivent. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du débat, je vous propose de regarder ensemble ce sujet de la rédaction d'Africa 24 et on revient sur le plateau juste après. Au Cameroun, le taux de chômage des jeunes reste élevé, atteignant environ 35% en 2024, selon les données de la Banque mondiale. L'un des principaux défis est le manque d'opportunités d'emploi formel, en particulier dans les zones rurales, où la majorité de la population vit de l'agriculture de subsistance. Le secteur informel, qui représente une grande partie de l'emploi dans le pays, est souvent caractérisé par des conditions de travail précaires, une faible rémunération et un manque de protection sociale, une plaie que le gouvernement œuvre à guérir. Le chômage des jeunes est un phénomène qui n'épargne aucun pays. Des efforts méritoires sont consentis pour le résorber. Il y a à cet égard prescrit au gouvernement de mettre en place un cadre réglementaire régissant l'aide à l'embauche des primo-demandeurs d'emploi. Le chef de l'État Paul Biya a annoncé de nouveaux dispositifs dont l'objectif est de réduire le taux de chômage. Concrètement, dans le domaine de la formation, l'État devrait accélérer la mise en place des bureaux d'emploi municipaux en vue d'un encadrement optimal des jeunes demandeurs d'emploi. Ce projet viendra s'ajouter au centre de formation aux métiers de Nanga et Boko et de Lembeyezoum dans la région du centre ainsi que d'autres infrastructures similaires en gestation dans plusieurs localités du pays. J'ai également instruit le gouvernement d'accélérer la mise en place des bureaux d'emploi municipaux en vue d'un encadrement optimal des jeunes demandeurs d'emploi. De l'avis de certains experts, l'emploi salarié n'est pas le seul moyen d'insertion sur le marché du travail. D'autres voies existent, à l'instar des opportunités qu'offrent les domaines tels que l'industrie agropastorale. Les jeunes sont donc appelés à capitaliser les atouts du numérique pour développer le taux emploi afin de relever les défis qui se posent avec acuité. Monsieur Jacques Bouga Hagbe, le taux de chômage officiel tourne autour de 3,9%. Bon, les chiffres sont disparates, ça change selon les sources, mais il y a une constance, c'est qu'une grande majorité de la population active est dans le domaine du sous-emploi, qui toucherait plus de 70% de la population active. Comment expliquer ce paradoxe et quelles solutions un candidat comme vous proposez pour créer des emplois décents et durables au Camerounais? Oui, effectivement, le problème de l'emploi est un problème majeur pour notre société, en particulier pour les jeunes Camerounais. Je pense que c'est la conséquence de mauvaises politiques qui ont un peu freiné la croissance malgré le large potentiel que notre pays a. Mais pour résoudre ce problème, justement, j'insiste là-dessus, il ne faut pas que les jeunes se découragent. On peut agir sur au moins 3 fronts. Le front de l'éducation, le front de la création d'emplois même, et le front de justement la gestion du marché du travail. Parce que ça, c'est un peu subtil et on en reparlera. Pour ce qui est de l'éducation, nous nous proposons
que notre système éducatif soit un peu réformé pour au moins atteindre 2 objectifs. Le premier étant de pousser les étudiants qui sortent de notre système éducatif à l'innovation. Donc, nous mettons l'accent sur l'innovation, mais également le réformer de sorte à leur donner, à leur inculquer dès l'école les connaissances du monde du travail. Bon, je pourrais entrer dans les détails pendant la discussion. Pour ce qui est de la création d'emplois, bien sûr, les emplois viennent des entreprises, notamment des PME. Sur ce point, je pense qu'il faut qu'on agisse déjà au niveau du secteur public. Nous comptons numériser tout le secteur public et simplifier les procédures, de telle sorte que les opérateurs économiques n'aient plus besoin, en réalité, de trop de paperasse et de procédures compliquées pour conduire leurs affaires. Nous mettons un accent particulier sur la numérisation de tout le secteur public d'abord, qui, elle, ensuite entraînera la numérisation de toute la société. Mon objectif, d'ailleurs, en tant que candidat, c'est de faire en sorte que les opérateurs économiques n'aient plus besoin d'aller dans un bâtiment public, passent des années sans y aller, peut-être uniquement pour mettre à jour leur photo d'identité, parce que ceci se fera à travers une application de l'État qui sera disponible sur les téléphones que l'État aidera tous les Camerounais à voir. Et dans cette application, chacun pourra justement faire ses transactions avec l'État, car il y aura une reconnaissance faciale qui permettra de simplifier les choses. Il y a également le problème du financement même des entreprises. Ça, c'est un gros problème pour les entreprises. La croissance économique, c'est-à-dire la création d'emplois, en d'autres termes, est le résultat des idées, des projets de société, des projets d'entreprise, mais également de leur financement. Le problème se trouve très souvent au niveau du financement. Et comment nous comptons résoudre cette affaire de financement? C'est justement de changer le modèle de financement de l'économie camerounaise en adoptant ce que nous appelons financement populaire, c'est-à-dire ce que j'appelle parfois un modèle de 100 francs, qui toujours sera sur cette application de l'État disponible sur le téléphone et qui permettra à chacun d'acheter des instruments financiers de 100 francs, compris les bons du Trésor, les bons des entreprises, les actions des entreprises, pour justement élargir le pool de financement disponible pour les entreprises. Réforme de l'éducation, amélioration de... Le mode d'affaires, les domaines de financement des entreprises, mais également amélioration le système de gestion du marché du travail. Il y a le 3e front. On aura l'occasion de revenir sur ce point. Charles Vizanzan, il a parlé de réforme de l'éducation. De nombreuses entreprises affirment manquer de profils techniques qualifiés alors que des milliers de jeunes sortent chaque année des universités camerounaises. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut tout de même effectivement réformer l'éducation aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a toujours été? Je voudrais d'abord dire à ceux qui nous suivent que la dématérialisation de la fonction publique camerounaise est effective à travers Aigle. Et au niveau de la création des entreprises, bien sûr, quand on a besoin de paperasse, le centre de création de fonction des entreprises existe. Vous allez avoir en Canada, vous avez une entreprise qui est créée. Peut-être vous allez performer, mais ça existe déjà. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la réforme du système éducatif camerounais, c'est déjà fait. On est passé d'un système classique à un système semi-professionnel qui intègre d'ailleurs au niveau de la formation une certaine qualification lors de l'enseignement. Nous sommes un système LMD, licence d'enseignement doctorat, c'est-à-dire qui permet à ce qu'on quitte le canevas conformiste qu'on avait avant, qui faisait croire qu'il fallait à tout prix faire de longues études pour aller dans la professionnalisation des enseignements. C'est pourquoi vous allez voir qu'on a plus acté aujourd'hui pour la création des instituts et des écoles de formation professionnelle. Vous voyez par exemple que quand on crée les universités, il y en a 11 États. Aujourd'hui, les instituts ou les grandes écoles de ces universités sont plus professionnelles que classiques. Parce qu'on ne peut pas là comme ça, le vivrier professionnel de ce pays qui est les jeunes a acté au niveau de l'emploi. Parce qu'il y avait un problème d'adéquation entre le monde de l'emploi et ceux qui sortaient de nos écoles. Il fallait encore peut-être les former pour les envoyer. C'est pourquoi, à ce niveau-là, au niveau de la réforme universitaire, au niveau de la réforme, même au niveau primaire, a été faite. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. Maintenant, l'autre aboutissement, c'est l'emploi. C'est comment est-ce que l'État fait pour que l'emploi... L'État, donc, misé sur 3 axes. Premier axe, l'État qui donne les emplois.
à travers les recrutements directs à la fonction publique. Ça peut être les concours administratifs, ça peut être les concours de sécurité et tout. Deuxième chose, à travers le processus de décentralisation. Le chef d'État parlait tout à l'heure dans son discours à la nation des centres de création des emplois municipaux. Il y en a 16. Et c'est un conseil municipal qui vous parle. Le cap, c'est d'atteindre 50 en 2026. Et enfin, la législation qui doit être plus facile pour permettre aux entreprises de créer des emplois. L'État mettant juste en place au cadre légal, fiscal, réglementaire, douanier, appelons ça comme on veut, pour que les entreprises privées s'ils mettent et créent comme ça l'emploi. On a un acteur du monde, dans le monde professionnel à côté de nous. C'est ce genre d'initiative qui permet à ce que des jeunes comme eux puissent évoluer. Je dirais plus un peu d'exemples à ma prochaine Le SICAM, avec 65% de la population âgée de moins de 25 ans au Cameroun, ce sont les statistiques officielles. Comment transformer cette jeunesse en moteur de croissance plutôt qu'en bombe sociale? Merci. Le PAJEC est le patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun, est une jeune association avec à peu près 400 membres actifs et presque plus de 600 membres affiliés. Affiliés, ça veut dire à travers d'autres associations. Et les affiliés, c'est beaucoup plus les associations féminines. Moi, je suis toujours porteur d'une économie agile. Aujourd'hui, on est dans la révolution numérique. Et j'ai eu la bénédiction, la chance de travailler ou de fréquenter à l'extérieur. Ce qui se passait dans le pays où j'étais, c'est que chaque 4 ans, le Secretary of Education rencontrait les entreprises du S&P 500. Et les entreprises leur disaient, dans 4, 5, 6 ans, voilà ce que je veux. Parce qu'on forme les étudiants, les jeunes, pour qu'ils soient disponibles à l'emploi. Et les Secretary of State repartaient, adapter les programmes pour que ces jeunes-là puissent être disponibles et prêts à être utilisés. Mais le problème que nous rencontrons ici, en général, c'est que nous avons des programmes. Nous avons beaucoup de diplômés au Cameroun. Nous avons très peu de personnes prêtes et professionnelles. Même au niveau de... Et je dis, moi, je suis un économiste. Je suis dans l'économie, je ne suis pas dans la politique. Si on regarde les gens enregistrés au niveau de la CNPS, ça nous donne... Parce que tout le monde qui travaille doit être enregistré à la CNPS. On aura le pool du nombre de travailleurs au Cameroun. Toutes catégories confondues. Donc, aujourd'hui, cette jeunesse regarde le Canada, parce que nous-mêmes, en tant que jeune entreprise, j'en ai une quarantaine, plus ou moins. Aujourd'hui, moi-même, je veux souvent leur donner des salaires qu'ils méritent ou bien qu'ils désirent. Mais l'économie en elle-même ne me permet pas de le faire parce que je suis obligé de regarder des choses. Il n'y a pas d'accompagnement à la formation, il n'y a pas de subvention à l'emploi, il n'y a pas de... Même quand on essaie de travailler le FNE, il y a toujours un truc qui marche. Toutes les lois sont là, la jeunesse est dynamique, les jeunes Camerounais sont très créatifs. Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'à l'unisson, nous mettons les choses de manière effective. On n'a plus besoin de nouvelles lois, tout est déjà là, on n'a plus besoin de machin. La digitalisation est déjà en marche. Il y a certains procédés qui sont un peu lourds. Et ces jeunes aussi, aujourd'hui, ça va plus vite. À l'époque, on vous disait qu'on quittait d'une ville à une autre en 2 jours. Aujourd'hui, c'est en quelques heures, même si le réseau routier n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, la technologie va très vite. À l'époque, vous pouviez faire un truc, ce n'était pas connu. Aujourd'hui, avant que vous le sortiez, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça. Que ces jeunes-là, chaque année, au mois de mai, juin, vous avez 800 000 diplômés qui viennent encore là sur le marché. Ceux de l'année d'avant, vous faites comment? Ceux de l'année d'avant, vous faites comment? Donc, il y a cette obsolescence rapide là. Et justement, il faut cette adéquation. Mais le problème encore, c'est qu'aujourd'hui, moi, je dis toujours, le rôle de l'État, de l'administration, est de créer un environnement prospère. Le rôle du secteur privé est de créer de la valeur, créer des emplois, payer les impôts, payer les taxes et que l'État reperçoit et redistribue. Bien sûr, il semblait dire tout à l'heure que l'environnement existe. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom dédié au défi de l'emploi. En cette période électorale au Cameroun, nous sommes en compagnie de Jacques Bouga Hagbe, candidat à l'élection présidentielle, Charles-Élie Zangzang, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, et Joël Sikam, cofondateur du PAJEC, le patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Monsieur Bouga Hagbe, près de 70% des travailleurs camerounais
évoluent dans le secteur informel, sans protection sociale ni fiscalité organisée. Quels dispositifs incitatifs peuvent être mis en place pour formaliser ce secteur et en faire un moteur d'emploi stable? Oui, nous comptons formaliser toute l'économie camerounaise avec justement cette application de l'État dont je parle sur les téléphones. Dans cette application, vous faites tout avec l'État, mais également, elle aura un module mobile money qui permet de faire justement les transactions. La formalisation, ce n'est pas un mythe. On peut la faire très facilement parce que la technologie existe déjà. On a votre reconnaissance faciale. Vous avez votre entreprise, toutes vos transactions, vous faites dans l'application de l'État. Problème réglé. On sait qui vous êtes. Vos impôts sont automatiquement calculés. Et d'ailleurs, l'un des problèmes que nous avons dans notre système économique, un frein à la création d'emplois, c'est également la fiscalité, qui n'est pas toujours très incitative. Nous comptons mettre sur pied une fiscalité basée en fait sur le revenu net, mais pour tout le monde, que ce soit les entreprises ou les ménages. C'est-à-dire, le revenu net, c'est quoi? Tout ce qui entre moins tout ce qui sort à travers l'application de l'État. Donc, ce sera plus facile à retracer. Même si vous êtes vendeuse là, au bord de la route ou ce qu'on appelle entre guillemets sauveteur, étant donné que toutes vos transactions se passent sur votre téléphone et l'application que j'appelle fichier unique, l'État sait qui vous êtes automatiquement dans le formel. Mais c'est l'État qui aidera tout le monde justement à acquérir ces téléphones. Et j'aimerais dire à mon frère, là, représentant du RDP, c'est que oui, il y a certains domaines du secteur public qui ont été informatisés, mais tous ne le sont pas et ces systèmes ne communiquent pas. Je vais vous donner un exemple très simple. Je ne pense pas qu'au niveau du foncier, c'est vraiment informatisé en tant que tel et que, par exemple, je peux vous dire que le cadastre n'est pas mis à jour électroniquement au Cameroun. Si vous allez dans la machine du cadastre, je ne suis pas sûr que vous avez le plan cadastral mis à jour du Cameroun. Il y a les procédures foncières qui sont encore manuelles. Donc, il y a encore beaucoup de choses. Et le foncier est important, très important pour l'économie. Il y a beaucoup de secteurs qui ne le sont pas encore. Ce que nous disons quand on parle de l'informatisation de l'économie, c'est tous les secteurs et surtout que ces systèmes interagissent. Vous n'avez qu'une seule porte d'entrée à travers votre reconnaissance faciale et vous pouvez tout faire. Si par exemple, vous avez un titre foncier à tel endroit, ensuite la même personne a une entreprise ou est actionnaire dans notre entreprise, et ainsi de suite, tout est au même endroit. Vous pouvez basculer d'une administration à l'autre de manière électronique. Pour vous, l'interface est plus ou moins la même. Donc, c'est ce que j'appelle par l'informatisation du secteur public, pour que vous facilitiez la vie à tout le monde et que les gens se concentrent plus à créer de la valeur, comme disait mon frère entrepreneur, à créer de la valeur et ne plus perdre de temps dans les administrations publiques. C'est ce que j'entends par là. Donc, je pense que la formalisation de tous les secteurs publics, elle sera bénéfique pour tout le monde. Et je vous dis, comme je le dis, juste les solutions en réalité à nos problèmes sont beaucoup plus simples, comme je crois. Parce que nous sommes en retard parce que nous n'exploitons pas le potentiel des nouvelles technologies. Mais comment vous faites pour que les gens utilisent cette application? Vous dites on va procéder par reconnaissance faciale. Vous allez la faire faire de force? Non, quand on sait que les gens trouvent toujours des mécanismes. Non, il y a trois défis. Il y a celui d'Internet. Tout le Cameroun peut être couvert très vite. Internet, ce sont les antennes. On a 360 communes. Vous mettez 10 antennes Internet dans une commune, vous arrosez la commune. Donc l'État peut le faire en moins de 6 mois parce que la technologie existe déjà. Ce n'est pas une technologie qu'on va inventer, elle existe déjà. Maintenant, le paiement de ces entreprises qui les installent peut se faire sur 3-4 ans pour réduire un peu le coût mensuel de l'État. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, pour ce qui est de l'électricité, il y a les chargeurs solaires. Quand je dis l'État aide les gens à avoir les téléphones et les chargeurs solaires parce que certaines régions n'auront pas nécessairement accès à l'électricité très rapidement parce que ça prend un peu de temps de leur amener de l'électricité, vu la situation actuelle. Maintenant, le troisième point, c'est l'acquisition même de ces téléphones. Ce n'est pas tout le monde qui aura les moyens de le faire. Tout ce que moi je propose, c'est que l'État investisse massivement dans ce projet-là pour réduire ses propres coûts et gagner beaucoup plus en impôts. Parce que là, il va fiscaliser tout le monde, il va ramener tout le monde dans l'assiette fiscale, y compris le secteur informel dont on parle. Moi, je fais un petit calcul, et c'est ce que nous proposons. Mettons même par unité, kit solaire et téléphone, 100 000, 30 millions de Camerounais, vous êtes à 3 000 milliards. Vous dites aux entreprises, je vous paye sur 5 ans. Faites le calcul, c'est à 50 milliards par mois pour l'État. Et ces 50 milliards, c'est juste légèrement au-dessus de ce que l'État paye déjà par mois en intérêt sur la dette publique. Parce qu'il paye plus d'1 milliard par jour. Et le bénéfice pour l'État, c'est quoi?
il réduit, l'État lui-même réduit ses charges parce qu'il ne sera plus obligé d'être partout. Il ne sera plus obligé de mettre des administrations partout parce que beaucoup de gens pourront juste travailler avec leur téléphone. Et donc, il va plus miser sur l'informatisation de tous les secteurs publics. Il n'aura plus forcément besoin de mettre des administrations publiques, des bureaux publics un peu partout. Deuxième bénéfice pour lui, c'est lui le premier gagnant. Il élargit le pool de financement de l'État. Là maintenant, un bon du Trésor, par exemple, coûte 1 million de francs, c'est autour d'1 million. Il faut avoir un compte de titre avec un solde minimal de 15 millions. Ce n'est pas tout le monde qui peut se le payer. Ce que moi, je compte faire, une fois président de la République, c'est de ramener les bons du Trésor à 100 francs CFA, électroniquement, que les gens achètent. Et comme cela a été élargi le pool de financement, il faut que les gens sachent que sur ces téléphones, le volume des transactions mobile money en 2023 était de 24 000 milliards. 24 000. Plus de 3 fois le budget de l'État pour 2025. Et en 2030, je suis qu'on est autour de 30 000 milliards. Donc le premier gagnant, déjà, c'est l'État lui-même. Mais d'autres gagnants seront les entreprises. Les entreprises insistaient beaucoup sur le potentiel de la numérisation et de tirer parti de la technologie. Aujourd'hui, j'avais moins de l'agriculture. On va quitter le secteur numérique, mais peut-être c'est lié. L'agriculture emploie encore 65% de la main-d'œuvre, mais elle reste peu mécanisée. Comment moderniser ce secteur ou quelle est la vision au sein pour le candidat du RDP, c'est pour moderniser ce secteur et créer plus de valeur ajoutée et générer des emplois qualifiés en zone rurale. Je suis de ceux qui estiment qu'on trouve des solutions aux problèmes et non des problèmes aux solutions. Une fois qu'on a posé un problème, qu'on a la solution, il ne faut pas qu'on retrouve encore un problème pour la solution. La digitalisation et la dématérialisation de la fonction publique est effective au Cameroun. Elle est en train d'avancer. Maintenant, si on trouve des pushs où ça n'existe pas, ça c'est la formule du train qui arrive en retard sur 9 trains qui sont arrivés à l'heure. Maintenant, pour entrer dans l'agriculture, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que l'agriculture est le troisième pilier sur lequel le président Paul Biya s'est assis pour pouvoir développer le Cameroun. C'est pourquoi on est parti de cette image de l'agriculteur qu'on a toujours eue dans notre subconscient, qui était quelqu'un de sale, quelqu'un qui était pour un industriel agro-pastoral. Vous avez donc à un moment donné, la formation. Aujourd'hui, dans toutes les collectivités territoriales, dans toutes les écoles, on demande à ce qu'il y ait la formation des jeunes au métier de l'agriculture. Vous avez donc une panoplie. Et je vais vous rappeler que cette année, on a fait la première année agriculture. Dans certains lycées techniques, vous avez l'Institut des sciences halieutiques, vous avez l'école de l'agriculture de Yabassi, vous avez maintenant, en dehors de la formation, vous avez aujourd'hui l'appui de l'État à travers les engrais, les intrants agricoles et à travers la défiscalisation de tout ce qui est entre comme matériel agricole au Cameroun. Vous avez l'agriculture au Cameroun aujourd'hui, vous faites venir tout ce qui concerne l'agriculture au Cameroun, vous ne payez aucun franc. Et enfin, il y a la mécanisation agricole. Est-ce qu'on va encore faire l'agriculture avec la roue, la daba, la machine qu'on va vendre? Il y a donc cette usine d'assemblage, de construction et de vente des tracteurs qui est située à Ebolova, qui aujourd'hui est gérée par le Sénami, à travers le ministère de l'économie, du plan d'aménagement du territoire, qui vend au moindre coût, à un taux zéro, à toute structure, toute ONG, toute association qui veut faire de l'agriculture. J'ai été témoin il y a 3 mois de l'ouverture d'une usine à lait, à fromage, du côté de Ngaoundéré. Des jeunes, ce sont 11 jeunes qui ont mis cela en place et qui ont obtenu un appui de l'État. Donc, voilà l'agriculture qui vient. Et à long terme, dans le projet du président Paul Biya, c'est qu'aux environs de 2026, que l'agriculture pèse sur près de 44% dans le PIB. Aujourd'hui, nous sommes à près de 21%. Avec les efforts qui arrivent, ce qui viendra, on va vers ce niveau. Et puis n'oublions pas, nous avons parlé tout à l'heure il parle du désenclavement des bassins de production agricole. Il ne faudrait plus que quelqu'un qui parle de Yabassi avec son manioc arrive à Douala, multiplie le prix du manioc fois 8 parce que la route ne passait pas. Il faut donc désenclaver tous les bassins de production agricole. Et les projets routiers sont en cours pour le faire. Donc, c'est ce tout-là qui fait en sorte qu'on a les mots pour dire, j'ai quelque chose que j'ai en tête, consommons camerounais nous-mêmes. Quand on aura fini de faire tout ça, est-ce que mon frère Sikam ira dans une boutique et ne pas acheter un produit camerounais, made in Cameroun, plutôt qu'un produit made étranger? Donc, c'est aussi ça, in fine, c'est que
poussons les Camerounais à consommer camerounais. C'est quand moins de 20% des matières premières locales, cacao, le coton, le bois, moins de 20% seulement sont transformés sur place. Quelles stratégies peuvent être mises en place pour développer des chaînes de valeur locales et accroître les opportunités d'emploi industriel dans ce secteur-là? Avant de répondre à la question, mon frère, moi, je produis, je mets une Cameroun. J'ai une usine de fabrication de produits d'entretien qui sont commercialisés dans les points de vente depuis 10 ans déjà. Et j'ai laissé tout ce qu'on appelle aux États-Unis pour entrer au pays. Et je consomme Cameroun en premier. Il y a une seule chose, la première chose pour ça, l'énergie. L'industrie est basée sur la how quick et how cheap on produit un bien ou un service. Et aujourd'hui, je parle, là, c'est pas ma casquette de président du PAJEC, c'est ma casquette d'industriel. Je suis basé à la zone Ponabéry. Je peux vous dire que quand je prends des coûts de carburant, je rajoute sur ma production pour récupérer mes coûts. Je peux vous dire qu'en supermarché, quand vous allez chez Santa Lucia ou chez Maïma, je suis un peu plus cher que le produit chinois où l'électricité était moins chère parce que produisant local. Or, le coût a augmenté. Donc, voilà une première problématique que nous avons. Maintenant, il y a les transformations. Le problème, c'est que vous ne savez pas parce qu'aujourd'hui, mon entreprise est basée dans 3 pays africains, parmi lesquels la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que l'ananas, le cacao et le café camerounais n'a rien à envier parce que nous, on utilise moins de pesticides. Au rendement, à l'hectare, on est faible, mais à la qualité, on est meilleur. C'est pour ça que vous avez vu la hausse du prix du cacao camerounais. Et ça, on va dire merci à... Parce que moi, je suis partisan de quand c'est bien fait, il faut dire c'est bien. Le ministre du Commerce qui vraiment porte cette affaire de café cacao de cœur. Et pas seulement. Mais aujourd'hui, nous devons justement nous concentrer. Moi, je dis toujours, le rôle de l'État est de créer un environnement propice. Et travailler avec les créateurs d'entreprises que nous sommes, imaginatifs, il y en a beaucoup. Je peux vous dire que aujourd'hui, je vois des gens faire du cacao made in Cameroun qui est très bien. Nous avons Atlantic Coco au niveau des Kribi qui génère de la poudre de cacao presque similaire à celui de Nestlé. Donc nous avons plein de locaux, nous avons des jeunes qui font des choses. Mais aujourd'hui, l'écosystème, il doit avoir ce transfert, pas cette rupture, ce transfert. Il y a encore quelques semaines, j'étais en one-on-one avec une consultation avec la DGI et c'est le même message que je transmettais. Si on continue à voir les opérateurs économiques comme des gens qui trichent les impôts, qui ne veulent pas payer, qui ne veulent pas faire ceci, ce serait une problématique. C'est comment on fait pour créer un environnement hostile, prospère, pour que chacun puisse donner le mieux de lui-même. Monsieur Zan vient de dire quelque chose de très important. On vous passe la commande d'un camion. Vous prenez la route, l'état des routes font que les pneus s'usent plus vite, les frais d'entretien, vous augmentez en conséquence sur les frais, sur les prix des produits. Et c'est ça qui explique l'inflation depuis quelque temps. Le pouvoir d'achat, il a baissé. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas eu de grands projets depuis les projets de la CAN et depuis Nachigal. Donc, ce qui fait que l'économie est en train de se gripper. Mais maintenant, c'est à l'État d'impulser. Et nous, le secteur privé, surtout le projet que je représente, nous attendons sur un autre grand projet qui fait vivre, moi je vous prends un exemple, l'usine Dangote a fait vivre l'économie nigériane pendant plus de 7 ans. C'était un méga projet. Nachigal a créé plus de 10 000 emplois. La construction du barrage de Nachigal. Les stades aussi, au Limbe, machin, le Limbe, Bafoussa, machin. Ça aussi crée de l'emploi. Et quand il y a de l'emploi, l'ouvrier doit laver ses tenues. Il mange 3 fois par jour. Il a des chaussures de sécurité achetées. Il a besoin de formation QHSE. Donc, c'est tout cet écosystème-là qu'on fait tourner et tout le monde, il y a une circulation de la monnaie. C'est ça la problématique, en fait. C'est que l'économie, c'est que les choses doivent circuler. Or, quand c'est grippé quelque part, tout le circuit est bloqué et ça amène des tensions et des stress que nous connaissons. Monsieur Bouga Hagbe, Joël Sikam a parlé au début de son propos de l'impératif énergétique, si je peux dire ça ainsi. Le manque d'infrastructures routières, énergétiques et logistiques freine effectivement l'investissement et donc la création d'emplois. Quelle priorité d'infrastructure vous mettriez en place si vous étiez élu président de la République pour stimuler la création d'emplois? Il a mis l'accent sur les 2 principaux types d'infrastructures qu'il nous faut au Cameroun.
celles concernant l'énergie, celles concernant la route, mais les besoins de financement dans ce domaine sont très élevés. Et je veux faire un petit calcul. Pour avoir une électricité de bonne qualité pour tout le monde, il faut à peu près une puissance installée d'1 kW par habitant. Pour 30 millions d'habitants, c'est 30 000 MW. Le Cameroun est à 1500, 2000 MW seulement, moins de 2000 MW. Il nous faut à peu près 28 000 MW. Donc, installer 1 MW de puissance, c'est à peu près dans les 2 millions de dollars. Donc, le besoin de financement là est de 60 milliards de dollars, 37 000 milliards de francs CFA, 5 fois le budget de l'État pour 2025. Et dans le budget 2025, l'État n'a mis que, je pense, 15 milliards, si je me souviens bien. Le modèle de financement n'est pas. Les besoins de financement sont tellement énormes qu'on ne peut pas continuer avec le modèle actuel. Pour les infrastructures routières, il faut, pour les standards de la Banque mondiale, par exemple, pour circuler librement, 0,5 km de route par kilomètre carré. 0,5 km de route par kilomètre carré. Donc, multiplié par la surface du Cameroun, on est dans un besoin de financement on a besoin de à peu près 228 000 km de route. On n'en a que près de 10 000. Donc, le besoin est autour de 220 000. Mettez à peu près, disons, 1 milliard par kilomètre de route. On a 220 000 milliards. 30 fois le budget de l'État pour 2025. Vous voyez, avec de tels besoins de financement, l'État ne peut faire que du saupoudrage s'il continue avec le modèle actuel. Voilà pourquoi je dis, je propose qu'on change complètement de modèle de financement pour adopter celui que j'appelle modèle de financement populaire à travers ces fameux téléphones où je reviens et cette application de l'État, le modèle de 100 francs. Parce que là, on élargit le pôle et l'État n'est plus au centre. Ce que nous comptons mettre sur pied, justement, ce sont des entreprises populaires qui vont remplacer les entreprises publiques. Elles seront de droit mixte parce qu'elles seront gérées comme des entreprises privées, mais elles auront une mission de service public et leur lien avec l'État, c'est qu'elles devront donner suite aux requêtes du président de la République. Le président ne pourra plus nommer leurs dirigeants. Ce sont les actionnaires, c'est-à-dire le petit peuple, à travers ces téléphones, qui pourra nommer les dirigeants de ces entreprises et qui pourra les limoger. Donc vous voyez que quand vous avez de tels besoins de financement, nous sommes obligés de changer de modèle. Autrement, on va patauger encore pendant 30 ans, 50 ans. Au-delà même des problèmes de gouvernance que nous avons dans la gestion de nos infrastructures, on a un sérieux problème de modèle de financement de l'économie camerounaise. L'État doit avoir la modestie de comprendre qu'il ne peut pas tout gérer et qu'il doit maintenant laisser au peuple qui, lui, a l'argent. Parce qu'on vraiment ce qu'on croit. Ce n'est pas l'État qui a l'argent dans l'économie. C'est vous, le peuple, qui avez l'argent. Y compris le peuple des diasporas. Y compris même les entreprises qui ont très souvent beaucoup de liquidités, mais qui n'utilisent pas ces transactions mobile money, tout simplement parce qu'elles ne sont pas reconnues très souvent par les impôts. Maintenant, si vous me permettez, je vais revenir. Donc, l'énergie, l'infrastructure, bien sûr, il y a les infrastructures routières, mais il y a bien sûr de l'eau. Il y a l'eau, il y a les infrastructures de communication. Il faut vraiment mettre l'accent sur les autoroutes de l'information. Mais maintenant, pour ce qui est du secteur agricole, qui emploie beaucoup de gens, et moi-même, je suis un agriculteur, on a des problèmes, certes fonciers, il y a les problèmes d'écoulement, d'encadrement technique des agriculteurs, il y a les problèmes d'écoulement. Ce que nous nous proposons, justement, c'est très simple, c'est transformer la CDC. Ce que nos frères du ADPC proposent, c'est un peu trop compliqué. Voilà pourquoi ça ne produit pas de résultat. Faites quelque chose de simple. Transformez la CDC et étendez ses missions pour inclure celle de l'ONCPB, l'ancienne ONCPB, Office national de commercialisation des produits de base, qui va désormais aider les agriculteurs à mieux produire, à rentabiliser un peu la récolte, à travers les partenariats que la nouvelle CDC aura avec les agriculteurs et les éleveurs, et qui va aussi les aider à écouler. Par exemple, concrètement, dans ce domaine, nous allons revenir avec vous. Nous marquons une courte pause et nous vous revenons juste après. Retour sur ce plateau d'Africa 24 dans cette édition spéciale de l'Africa Newsroom dédiée au défi de l'emploi au Cameroun. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Bouga Hagbe, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Charles-Élie Zangzang, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est le parti au pouvoir et dont le candidat Paul Biya brigue un nouveau mandat à la tête pour la magistrature suprême du Cameroun. Et Joël Sikam, cofondateur du PAJEC, c'est le patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Messieurs, avant de poursuivre ce débat, je vous propose de regarder ensemble cet élément. On revient au débat juste après.
La signature le 11 septembre 2025 d'une convention entre la Caisse nationale de prévoyance sociale et le groupe Arise, premier groupe africain de développement intégré, marque un tournant décisif pour l'économie camerounaise. Dans le cadre de cette convention, Arise et la CNPS ont identifié des projets stratégiques dans la logistique, les ports, l'industrie, les mines, la santé, le social et la formation professionnelle. Premier projet majeur, la construction d'une plateforme logistique dédiée à la réception et au stockage de conteneurs au port de Douala. Nous avons en gros en cours 5 projets, grands projets, mais à ce jour, nous en avons signé court. Et nous avons une convention sur la construction d'une plateforme de réception et de stockage de conteneurs au port de Douala. Le deuxième grand projet, c'est la construction de l'infrastructure portuaire, donc qui ne sera pas seulement pour les conteneurs, mais qui va abriter au plan industriel beaucoup d'unités de production, de transformation sur une superficie de plus près de 100 hectares. Et le troisième, la construction d'une usine de textile de transformation de nos cocotons. Et nous avons voulu faire ce qu'on appelle aujourd'hui des investissements socialement rentables. La future zone industrielle de Dibamba, dotée d'infrastructures modernes et de services adaptés aux besoins des entreprises, devrait générer plus de 15 000 emplois directs. Elle jouera un rôle clé dans la diversification de l'économie nationale en attirant des investissements locaux et étrangers dans des secteurs à forte valeur ajoutée. These projects will have impact in multiple forms and shape. Ces projets auront un impact considérable à plusieurs niveaux. Premièrement, en matière d'emploi, comme je l'ai mentionné, le projet textile à lui seul créera environ 15 000 emplois directs. Deuxièmement, l'impact sur le PIB sera important. Par exemple, la construction du port sec de Dibamba contribuera à désengorger les routes en organisant le trafic de manière plus efficace. Enfin, il y aura un effet positif sur les réserves de devises. So if you think from a GDP perspective, this raw cotton. L'horizon opérationnel du projet est fixé à 2028 avec la création de plus de 100 000 emplois et la mobilisation de 5 000 milliards de francs CFA d'investissement au terme du programme. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de développement durable et inclusif en ligne avec la vision du président Paul Biya. À travers ce partenariat, le Cameroun confirme son ambition de bâtir une économie résiliente, moderne et tournée vers l'avenir. Jacques Bougaragbe, l'État ne peut pas créer tous les emplois nécessaires. On vient de voir une initiative d'une entreprise publique avec un partenaire privé. Comment les candidats, comment vous comptez mobiliser le secteur privé national et international pour dynamiser le marché du travail au Cameroun? Oui, je pense que vous l'avez souligné, l'État ne peut pas créer tous ces emplois. Et de toute façon, ce n'est pas lui qui a l'argent. C'est ce que je vous dis depuis le début. Ce n'est pas l'État qui a l'argent dans une économie. C'est le secteur privé. Tout ce que l'État, lui, doit faire, c'est de faciliter la mise en adéquation de ce potentiel en termes d'idées avec le potentiel financier. Et c'est d'où l'application de l'État et le module de financement populaire dans cette application de l'État. C'est avec ce modèle de financement, tout le monde, y compris la diaspora, y compris la petite BAMCEL qui n'a que 200 francs, pourra financer l'économie camerounaise. Et là, maintenant, il y a au moins 2 types d'entreprises. Celles qui construisent des infrastructures publiques, on en a besoin, et c'est celles que j'appelle entreprises populaires qui vont remplacer les entreprises publiques, et les autres, des entreprises privées. Mais l'avantage d'une telle plateforme, c'est qu'elle est ouverte à tout le monde, y compris à l'État lui-même. Donc, ces entreprises dont on parle ont aussi des liquidités très souvent. Donc, elles peuvent investir dans d'autres secteurs. Comme, la CNPS, ce n'est pas vraiment une entreprise, c'est une entité publique qui a un peu de liquidité et donc qui réinjecte cette liquidité dans le secteur économique national, ce qui est une très bonne chose. Pour moi, les politiques pour résoudre ce problème, cette adéquation entre financement et idées et projets, sont très simples. Permettez aux deux de se rencontrer. Permettez à celui qui a de l'argent et celui qui a besoin d'argent de se rencontrer. Et de nos jours, comment on le fait? Il y a la technologie qui permet de le faire. Une simple application dans les téléphones des gens et chacun pourra financer. Et un système fiscal incitatif, parce que c'est là où le système fiscal est important également. Il doit pousser les gens à investir aussi. Vous avez 100 francs aujourd'hui, le système fiscal. Si vous recevez 100 francs de votre entreprise
L'État vous taxe, la base taxable, ce sont ces 100 francs. Il y a quelques abattements qu'on fait pour prendre en compte X, Y, mais essentiellement, la base taxable, c'est 100 francs. Il faudrait que vous, la base taxable devienne ces 100 francs moins ce que vous avez dépensé, y compris dans le financement des entreprises camerounaises. Par exemple, si vous avez 100 francs, vous dépensez 90 à acheter des actions par l'entreprise de M. Sikam, l'État doit vous taxer sur 100 moins 90. Ça lui permettra justement de booster la croissance, de créer plus d'emplois. Voilà un peu les deux piliers sur lesquels il doit se reposer. La technologie et le système fiscal qui doit être simple et incitatif. Moi, je propose dans mon projet de société d'avoir le système fiscal le plus simple du monde et je me lance le défi de le faire tenir sur une seule page. L'impôt est assis sur les revenus nets. Les revenus nets incluent tout ce que vous recevez, moins tout ce que vous dépensez. C'est simple. On n'a pas compliqué le système avec toutes ces histoires. Je vois Charles et les Zhang sourire, vous n'avez pas les convaincre. Bon, oui, c'est le candidat qui s'exprime et qui il propose un projet de société. Je suis électeur. J'ai décidé le 12 octobre. Donc, mon choix est déjà fait. Beaucoup d'emplois créés, on a abordé ce point, restent précaires, mal rémunérés ou sans protection sociale. N'y a-t-il pas nécessité de réformer le droit du travail et de la sécurité sociale pour garantir un meilleur équilibre entre la compétitivité des entreprises et la dignité des travailleurs? Quand M. Sikam parlait, quand il citait, entre autres, ce qu'ils apportent, eux, du monde professionnel et privé, j'ai aussi cité le salaire. C'était pour lui faire comprendre, bon, peut-être pas lui, pour lui faire comprendre que dans notre microcosme professionnel et de l'emploi, il y a ce problème de salaire où vous avez généralement ce problème de salaire adéquat à verser aux employés du sous-secteur privé. Maintenant, quel est le rôle même de l'État? Là-dedans, à partir du moment où je me suis rendu compte, avec preuve à l'appui, que plusieurs employés du secteur privé qui se plaignent de leur patron n'ont pas toujours cet accompagnement nécessaire de l'État comme il se doit. Parce que, le procès met d'abord long entre la saisine de votre ex-employeur qui vous a peut-être licencié abusivement, le procès qui se met en place, la justice et tout, vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, 6 ans qui passent et vous, le pauvre employé qui vient de perdre votre boulot, n'avez pas tous les moyens de suivre la cadence. Vous avez l'employeur qui, lui, reste super puissant, qui a les moyens de te payer cet avocat et tout. Bon, donc, moi, je pense qu'il y a d'abord ce côté où l'État doit être dans cet acteur gendarme qui, d'un côté, devra faire l'effet Laffer. L'effet Laffer, c'est ce qu'on appelle en économie, on disait que tout l'impôt, mais qu'il faut quand même un savant dosage de chicotte et de carotte, où l'État doit non pas seulement tuer, entre guillemets, l'investisseur qui est l'employeur, mais tout en protégeant cet investisseur dans son investissement, mais aussi protéger la plus grosse force au capital humain, qui est le centre de développement d'une entreprise. Donc, il y a ce rôle-là que l'État va jouer. Moi, je pense qu'il faut regarder ce côté-là où plusieurs employés se plaignent de ce que dans le système privé, il n'y a pas cet accompagnement de l'État qui est assez clair dans la protection de leurs droits. Et vivement que lors du dernier forum créé par le GICAM, qu'il y a eu l'une des résolutions qui était dans la plateforme État GICAM, la protection des droits et des employeurs, mais surtout des droits des employés. Je pense qu'il faudrait aussi que les candidats appuient dessus, parce que beaucoup d'employés du secteur privé se plaignent du non-accompagnement de l'État comme il se doit dans la protection des droits sociaux des employés du secteur privé. Quand chaque année, des milliers de jeunes diplômés émigrent pour chercher de meilleures opportunités. Vous-même, vous avez évolué à l'étranger aux États-Unis et vous êtes rentré au Cameroun. Quelle politique incitative pourrait être mise en place ou bien pourrait être renforcée pour retenir les talents au pays ou attirer les compétences de la diaspora pour créer des emplois locaux? Il faut, à mon avis, hein, nous avons un terme chez les anglo-saxons que nous appelons les économies agiles. Aujourd'hui, l'agilité fait que la décision qu'on peut prendre à 10 heures n'est pas la même qu'on va prendre à 11 heures parce que les réseaux sociaux et les choses avancent très vite. Vous allez par exemple voir au PAGEC, depuis mon arrivée, j'ai catégorisé les différentes catégories d'entrepreneurs. Vous avez les entrepreneurs qui sont ceux qui font ça au quotidien. Vous avez les intrapreneurs,
ceux qui travaillent dans les entreprises, mais qui ont, comme on dit, un business dans le sac. Et aujourd'hui, au Cameroun, vous avez ce qu'on appelle les repreneurs, c'est-à-dire les deuxièmes générations, qui viennent prendre le business, mais quand ça se casse la gueule, c'est 300, 400 personnes qui sont au chômage. Et c'est des jeunes-là qu'il faut aussi accompagner, les family-owned business, qui doivent développer les choses. Maintenant, je ne suis pas en train de lancer le caillou, mais il faut une économie agile. Vous prenez les revenus de l'État, c'est essentiellement basé sur deux choses, les impôts et la douane. Qui dit douane, dit économie basée sur les importations. Moi, je prends l'exemple, je suis industriel. Si je devais acheter le produit fini d'un pays producteur, Turquie, Chine, sans faire de publicité, j'aurais besoin de 4 collaborateurs. Je n'aime pas dire employé, il faut faire des collaborateurs. Mon chauffeur-livreur, ma secrétaire, mon gardien et peut-être mon manutentionnaire. Aujourd'hui, pour la même chose, parce que je produis en local, j'ai le magasinier, j'ai le gars qui produit les emballages plastiques, j'ai le chimiste, j'ai le QHSE. Vous voyez que ça élargit le recrutement. Donc, l'industrialisation, il faut accélérer l'industrialisation. On ne peut plus et on ne peut pas être sur une économie de rente, c'est-à-dire on importe, il y a 3, 420, 200 conteneurs, on décharge, on vend, on n'a pas le transfert de technologie, on n'a rien du tout. Vous achetez une machine qui fabrique les emballages plastiques pour le congélement de mes produits. La machine tombe en panne de faire venir les Chinois ou les Turcs. Donc, c'est tous ces trucs-là qui doivent justement... Parce qu'en industrialisant, il y a tout un écosystème qui se fait autour. Même, laissons l'industrie de production des... Allons dans l'industrie du sport. Vous avez besoin du masseur, du kiné. Moi, j'ai fait du basket. Vous avez besoin de tout un écosystème qui crée de l'emploi. Donc, tant qu'on n'a pas d'industrie viable au Cameroun, on a fait venir à Rice. Je suis content que ce soit un grand projet. Content, mais à combien de pourcents? À 20%, parce que 80%. Je pense qu'on aurait pu trouver des locaux qui auraient dû le faire. Mais malheureusement, c'est toujours vers l'extérieur qu'on se regarde. Aujourd'hui, le PAJEC prône pour une économie agile. Le président l'a dit tout à l'heure, le financement n'est plus adéquat. Vous allez dans une microfinance, l'enfer malade, on vous demande des papiers, vous venez les papiers, on dit non, amenez tel. Le temps de régler le problème, c'est déjà fini. Time value of money. Vous voulez un financement en janvier, en janvier l'année d'après, vous ne l'avez pas encore. Vous perdez en frais de procès. Il y a eu le dialogue pour rejoindre M. Zhang. On a eu le dialogue sur le SMIC. Qui l'a bloqué à ce montant qu'on le sait là? C'était prévu de le mettre à 90 000. Mais le problème, hormis encore, parce que nous-mêmes, entre entreprises privées, nous avons une problématique de paiement. Vous devez savoir que dès que le montant est mis au moment, tout le monde s'arrange à rester dans la légalité. Et dès qu'on est dans la légalité, vous ne pouvez plus rien faire. Je vous prends un exemple. Un prestataire, vous avez presté, vous déposez la facture. Il vous met déjà 60 jours. Ça fait 2 mois. Au 59e jour, il vous appelle, il dit, M. Zhang, c'est une facture de peut-être une bêtise de 20 millions. Il vous dit une erreur de 2000. Il vous remet encore 60 jours. Qui est dans la légalité, vous ne pouvez rien faire. Donc, on vous met le SMIC à 70 000. Vous mettez le monsieur catégorie, vous le mettez à 71 000. Vous n'avez pas la légalité. Donc, il faut que l'État, quand on fait les débats, on augmente. Et tout ça part de quoi? L'augmentation du coût de vie. Vous voyez les OPJ, les officiers les cadres de la paix qui font la circulation là. 80 000 de salaire. À Douala, tu fais quoi ça? Rien du tout. On en est conscient. Mais comment faire pour augmenter le panier? Moi-même aujourd'hui, depuis quelques mois, nos volumes ont baissé. Parce que tu ne peux pas faire les marketing, la pub, machin. Le pouvoir d'achat est tombé. Et le pouvoir d'achat est tombé pourquoi? Parce qu'on est concentré sur les exportations. On vous dit que dans certains pays, la monnaie tourne 8 fois entre eux. Nous, ça tourne 2 fois. Dès que tu prends, tu vas acheter, je suis chinois, tu vas acheter un truc, l'argent est reparti. Donc, soyons conscients de cela. La création d'emplois et l'industrialisation, c'est l'énergie. Mais nous avons besoin d'avoir une économie, je dis encore, basée et orientée sur l'énergie. On a fait la SND 30. Tout est déjà écrit. Il faut seulement bien implémenter. Et bien implémenté, ça revient au créateur de valeur. On passe le relais au créateur de valeur et on crée l'écosystème. Et vous allez voir que moi, je prends l'engagement que le PAJEC fera une économie meilleure pour notre pays.
Bougar Adbé, les PME représentent plus de 90% du tissu économique au Cameroun, mais peinent à accéder au crédit. Quelles réformes concrètes, vous, par exemple, vous envisagez pour faciliter leur financement et leur rôle de premier pourvoyeur d'emploi? Oui, très simple. Dans la plateforme de financement pourvoyeur dont je parle sur les téléphones des gens, elles pourront émettre des actions de 100 francs, des obligations de 100 francs. Hein? Vous n'avez pas besoin de compliquer les choses. On ne va pas regarder votre chiffre d'affaires, non. On sait que vous êtes sérieux, vous voulez étendre vos activités, vous avez un business plan sérieux, vous n'êtes pas dans des crimes financiers. Vous allez voir des institutions financières spécialisées, y compris des banques, et elles vous créent un titre, un compte de titre. Ça peut être des obligations, ça peut être des actions. Vous les vendez sur la plateforme, vous levez vos fonds, sans nécessairement passer par les banques. Le jour où vous avez besoin de rembourser, vous avez un problème de liquidité, vous revendez 500 francs. Et là, pourquoi le montant est si bas? C'est pour deux choses. Inclure le maximum de gens et limiter les risques. Parce que moi, si je me dis, bon, voilà un jeune ou quelqu'un avec qui j'ai été sur le plateau, il se plaint d'un certain chose, bon, je rentre là, je vois son action, j'achète pour 5 000. Je ne prends pas un gros risque. Mon voisin, ceux qui ont suivi à la télé, ont apprécié ce que vous étiez en train de dire, ils achètent pour 5 000, ainsi de suite. Vous levez au fond, sans augmenter le risque pour qui que ce soit. Parce que même si ça ne marche pas, bon, j'ai perdu 5 000, je peux continuer à vivre. C'est comme ça. Pour moi, c'est ça la solution. Il faut changer le modèle de financement de nos entreprises et de l'État lui-même. Bon, si vous me permettez, pour ce qui est du droit du travail, là, effectivement, il faut faire attention. Ce que nous allons proposer, on a parlé là des procédures judiciaires. Et là également, il faut informatiser toutes les procédures judiciaires et permettre même aux juges d'organiser le maximum d'audiences en ligne. On n'a pas besoin de déplacer les gens tout le temps. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, par exemple, nous comptons introduire une prime des avocats. C'est-à-dire que l'État va signer des partenariats avec les avocats pour leur permettre de prendre des cas des gens qui ne peuvent pas se payer un avocat. S'ils gagnent, l'État ne leur donne pas l'argent, mais ils gagnent des points. Tous les ans, l'État a une enveloppe qu'il donne aux avocats et chacun va recevoir quelque chose sur la base des points jusqu'à sa mort. Ainsi, voilà comment je crois qu'on règle ce genre de problème. Hein. Et on n'a pas besoin de réformes compliquées, contrairement à ce qu'on croit. Pour le salaire minimum, vous avez vu le débat qu'il a, 70 000, 90 000, c'est un débat qui est très dangereux parce qu'il pousse les gens à tricher, surtout les petites entreprises. Nous, ce que nous proposons, c'est qu'on ait un salaire critique en deçà duquel un employé peut quitter son employeur sans préavis. Pour faire comprendre aux employeurs que si vous mettez des salaires trop bas, votre employé peut vous quitter le lendemain et perturber votre chaîne de production le lendemain. Mais si vous commencez à mettre des choses rigides, vous obligez quelqu'un qui ne reçoit pas de carnet de commande à payer quelqu'un 70 000 ou 90 000 qu'il n'a pas, devinez ce qu'il va faire, il va se mettre à tricher. Donc ne poussons pas les gens à les tricher. Soyons réalistes. Il y a les petites entreprises qui ont besoin de croître. Les PME ont besoin de croître. Très souvent, moi j'en ai, j'ai quelques employés. Il se trouve que c'est moi qui les paye de la poche, ce n'est pas l'activité qui les paye. Mais il y a beaucoup de cas où les PME n'ont vraiment pas de carnet de commande et il faut faire attention à ne pas les pousser dans l'illégalité. Ce serait la pire des choses. Comment pousser les PME dans l'illégalité? Charles, on va terminer cette émission avec vous. Réaction de 30 secondes. Je voudrais dire, en fait, c'est quand le programme d'impulsion initiale, dans l'industrialisation des Cameroun et en cours, il y a plusieurs domaines, comme par exemple la zone intégrée de Kribi, que tu connais très bien, et il y a la zone de l'île-de-Sange, que tu connais très bien, il y a l'extension du port autonome de Douala vers Missolet, que tu connais très bien, il y a la réforme et la refondation même de la Sonara, qui a été déclenchée il y a 3 jours, il y a tout ça là. Maintenant, au niveau de l'énergie, là, tu as raison, il faut aussi qu'on y mette d'ici. Mais maintenant, on va dire au Camerounais que, et comme vous êtes un pays en construction, il a un chantier. Il a un chantier et le rôle que tu as eu le président de la République, c'était de protéger tout ce que nous avions comme richesse, que ce soit naturelle ou humaine et tout, en nous protégeant aussi de tous les accords léoniens que nous avons eu avec les pays étrangers. Aujourd'hui, quand je lisais ce matin le dernier rapport de la Banque mondiale sur la présence des terres rares. Vous savez que la Banque mondiale fait un rapport d'1 milliard de dollars dans ce que le monde compte de terres rares dans son sol. Le Cameroun, aujourd'hui, est l'un des pays qui a encore toute une terre rare très vieille. Donc, moi, je suis heureux que peut-être en 2032, ce que je souhaite à M. Hardy, en 2032, quand il reviendra pour être candidat, qu'il puisse avoir un pays
où il y a encore toutes ces richesses, où le président a bagarré pour le protéger avec la Solomine, entité publique, qui va gérer tout, la SCDP. Donc vous avez donc un pool des Camerounais comme M. Sikam et tout pour vous accompagner à visiter le pays. Mais en 2032, M. arrivé. 2032. De merveille en 2032, après la fin du prochain septennat. C'est en cours, c'est fait. On l'a appelé la formalité le 12 octobre. Nous allons terminer sur ce mot. C'est la fin de cette édition de l'Africa Newsroom consacrée au défi de l'emploi. Nous remercions Jacques Bougar-Hagbé, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Bonne campagne. Nous remercions également Joël Sikam, cofondateur du PASGEC, patronat des jeunes entrepreneurs du Cameroun. Charles Élie Zangzang, le plus optimiste des militants du RDPC. Merci, messieurs, d'avoir honoré l'invitation d'Africa 24. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission spéciale sur les enjeux qui façonnent l'avenir du Cameroun. Bonne suite des programmes sur Africa 24.